de l'Université de Bordeaux sur le comportement de rideaux de pales planches et variabilité spatiale multidimensionnelle du sol. Madame, Monsieur, bonjour. Je vais commencer d'abord par me présenter. Je suis doctorant à l'Université de Bordeaux. Je travaille au sein du laboratoire I2M GCE. Je suis encadré au cours de cette thèse par Monsieur Mohamed Lechachi et Monsieur Humberto Yanez Godoy. Dans le cadre de cette thèse, on s'intéresse au comportement des ouvrages géotechniques étendus à l'exemple des rideaux de pales planches, dont le comportement et dont le dimensionnement actuel se fait uniquement en section droite, c'est-à-dire sans intégrer la dimension longitudinale, et se fait de manière déterministe sans intégrer la variabilité spatiale du sol. Bien sûr, cela peut avoir un impact sur le comportement de l'ouvrage lui-même et peut avoir aussi un impact sur les ouvrages environnants. On va passer maintenant au plan de présentation. Au cours de cet exposé, on va développer les points suivants. On va d'abord commencer par aborder la démarche globale dans laquelle s'inscrit ma thèse. Puis on parlera des éléments qu'on a utilisés au cours de cette présentation. On passera ensuite à une analyse d'un cas d'étude qu'on a utilisé pour valider notre modèle mécanique et aussi auquel on a intégré la variabilité spatiale du sol. D'accord. On a intégré la variabilité spatiale du sol pour voir son influence sur le comportement de l'ouvrage. Et enfin, on terminera cet exposé par des conclusions et perspectives. Alors pour ce qui est de la démarche suivie, celle-ci elle peut être résumée dans cet organigramme. Donc on a des données d'entrée qui permettent d'exprimer les différents paramètres ou éléments qui interviennent dans notre modèle mécanique et géotechnique. Ces données sont décrites soit de manière déterministe ou bien de manière statistique, par exemple avec une moyenne, écart type, etc. Dans notre modèle, on génère des champs aléatoires unidimensionnels ou bidimensionnels selon la dimension du problème traité. Et aussi, on choisit notre modèle mécanique qui convient bien sûr aux objectifs qu'on se fixe. C'est-à-dire si on veut dimensionner l'ouvrage, on veut mener les calculs en dimension longitudinale ou si on veut faire quelque chose de très simplifié en utilisant uniquement la section droite. Bien sûr, on procède, comme toute étude probabiliste, aux simulations de Monte-Carlo. Donc, on répète l'opération plusieurs fois pour décrire et exprimer les résultats au final par des résultats de type probabiliste, fonction de répartition, indice de fiabilité, etc. On passe maintenant à notre modèle mécanique. Donc, on utilise... dans cette étude, la méthode de coefficient de réaction, qui est une méthode qui figure parmi les méthodes utilisées ou est recommandée par l'Eurocode 7 pour le dimensionnement de ce type d'ouvrage. Donc elle est représentée par une poutre et des ressorts dont le comportement est schématisé par ce modèle rhéologique. On a deux paliers de plasticité et une phase élastique. Alors pour intégrer dans notre deuxième partie d'étude la dimension longitudinale, on a choisi de mener une analyse multisectionnelle dans laquelle on va répéter ce calcul en section droite plusieurs fois, qui nous permettra donc au final d'obtenir un résultat de la sorte, donc d'avoir des cartographies. Alors pour ce qui est de la génération de champs aléatoires, on choisit les méthodes qui nous conviennent selon la dimension du problème qu'on se fixe. Par exemple, ici, on a utilisé deux méthodes. La première méthode, il s'agit de la méthode spectrale, et dans la génération unidimensionnelle. Et ensuite, on a utilisé la méthode circulant embedding. Donc, ces deux méthodes-là intègrent les transformés de Fourier pour la génération de champs aléatoires, juste pour à titre d'information. Donc, une fois ces champs aléatoires générés, on a les lois de réaction qui sont directement impactées. Donc, on a les paliers qui vont varier selon la valeur qu'on leur attribue, selon la valeur du paramètre géotechnique qu'on leur attribue. Et au final, cela a un impact sur les pressions exercées sur l'ouvrage. Donc, la pression, en bas à gauche, on a la pression initiale qui est exercée en début de calcul.
Et on a la pression finale après la convergence du modèle mécanique. On passe maintenant à notre cas d'étude. Donc on a choisi un cas qui a été traité en littérature par deux méthodes différentes, la méthode des éléments finis Plaxis et la méthode de coefficient de réaction implémentée en utilisant la matrice de transfert. On a comparé nos résultats du modèle mécanique qu'on a implémenté sur Castan, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Donc on observe que nos résultats collent très bien aux deux méthodes utilisées en littérature, donc que ce soit en pression d'éther, moment fléchissant ou déplacement, on a des résultats très satisfaisants. On passe maintenant à la prise en compte de la variabilité spatiale. Donc on s'est fixé deux cas d'étude. Un premier cas où l'on génère une variabilité unidimensionnelle et on s'intéresse uniquement à la section droite. Donc on a comme objectif d'étudier l'influence du coefficient de variation et l'influence de la longueur de corrélation verticale. Après, on a un deuxième cas où on va générer une analyse un champ aléatoire bidimensionnel et on va mener une analyse multisectionnelle et on va s'intéresser à l'influence de la longueur de corrélation verticale et l'influence de la longueur de corrélation horizontale. À titre d'information, les résultats que je vais exposer dans ce qui va suivre seront exprimés en termes de fonction de répartition du moment fléchissant maximum, c'est-à-dire après chaque simulation, on va extraire le moment fléchissant maximum et à la fin de ces simulations, on va tracer une fonction de répartition. On s'intéresse également, comme on fait de la fiabilité, on s'intéresse au moment fléchissant exprimé au fractile 95%, ce qu'on va appeler le M95. Maintenant, on passe à l'étude du premier cas, donc influence du coefficient de variation. On s'est pris deux variantes. Une première variante avec un coefficient de variation de 10% et une deuxième avec un coefficient de variation de 20%. On peut voir qu'au niveau du M95, qu'entre ces deux variantes, déjà, il y a un écart qui est assez important, qui est de l'ordre ici de 14% à peu près. Même ces deux valeurs-là qu'on obtient sont quand même plus importantes que le moment déterministe qu'on a vu lors de la validation du modèle mécanique. On peut voir aussi la dispersion de ces deux courbes, c'est-à-dire que plus on augmente le coefficient de variation, plus la dispersion est importante, ce qui est d'ailleurs tout à fait c'est rassurant. On passe maintenant à l'influence de la longueur de corrélation verticale. Donc là, on s'est intéressé à un intervalle qui est assez raisonnable et qui a été observé et confirmé par les différentes études en littérature. On s'est intéressé allant d'une fourchette qui va de 0,2 mètres à 5 mètres. Et comme on peut voir au niveau du M95, que plus cette longueur de corrélation augmente, plus le moment fléchissant augmente aussi. Donc on a un risque de sous-dimensionnement de notre ouvrage. On peut remarquer aussi que toutes les fonctions de répartition se chevauchent ici et on a des médianes qui vont à peu près être au même endroit. Maintenant, on passe au deuxième cas. Donc on va s'intéresser à l'influence de la longueur de corrélation horizontale. Là, on peut voir que pour l'intervalle étudié, il n'y a pas d'influence de la longueur de corrélation horizontale. Par contre, si on compare ce résultat avec ce qu'on avait vu dans le premier cas, on peut voir qu'il existe quand même un écart très important qui est de l'ordre à peu près de 200 kN. Donc, ce qui veut dire que si on intègre la dimension longitudinale, il peut y avoir des différences assez importantes. On a pu même confirmer ça en augmentant, pas vers l'infini, mais considérablement la longueur de corrélation horizontale. Et on a vu que cela tendait vers le cas unidirectionnel. Donc, on peut dire que le cas unidirectionnel peut être considéré comme conservateur. On passe maintenant à l'influence de LCV. Donc en fixant LCH, en faisant varier LCV, on voit que plus on augmente le LCV, plus la courbe tend vers la droite. Donc le moment fléchissant M95 augmente. Et juste pour rappel, ce qu'on avait vu juste au premier cas, donc on avait des médianes qui étaient identiques, qui se trouvaient à la même zone, contrairement à ici, on a des médianes qui se chevauchent pas, pardon. Je vais y arriver. Et là, maintenant, on passe aux conclusions et perspectives. Donc, on parle des conclusions partielles. Donc, cette étude nous a permis de construire un modèle mécanique qui est utilisé par l'Eurocode 7 et de le valider avec un exemple de littérature.
Elle nous a permis aussi d'introduire la variabilité spatiale dans les deux directions, même si on est très conscient que le modèle mécanique est très perfectible. Et d'ailleurs, actuellement, on travaille sur ça. On travaille maintenant sur le modèle plaque sur apier élastoplastique. Il y a d'autres éléments qui sont très intéressants pour ce type d'ouvrage, notamment la prise en compte des phasages des travaux et des non-linéarités des matériaux. Tout ça donc, dans le but d'intégrer tous les éléments possibles dans le dimensionnement de ce type d'ouvrage pour mener des analyses fiabilistes et notamment la fiabilité du système. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc nous allons enchaîner avec une présentation